RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de l'émission Débat, enregistrée ce jeudi dans les conditions du direct, 2 thèmes vont alimenter les débats avec mes 4 invités. Le retour sur l'entretien que nous a accordé voici quelques jours l'ancien président de la République François Hollande et que nous pourrons entendre dans quelques instants, puis le feuilleton chaque jour plus sidérant et inquiétant de Donald Trump et l'avenir de l'Ukraine, alors que se tenait ce jeudi un sommet européen extraordinaire des 27 à Bruxelles pour se positionner et faire suite aux engagements de ce week-end à Londres et aux engagements pris mercredi soir par Emmanuel Macron dans son discours télévisé. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, le débat. C'est parti pour 55 minutes d'échange avec Laurence Corroy, professeur de l'université en information et communication, Mathieu Léritz, professeur d'histoire-géographie, militant politique et syndicaliste, Arnaud Gérard, cadre financier, blogueur, président d'une association du patrimoine, et Stéphane Massé, avocat et ancien bâtonnier. Tout d'abord, écoutons, si vous le voulez bien, l'entretien réalisé le 24 février à Nancy avec François Hollande, 16 minutes d'interview autour de laquelle sont abordées la politique nationale, bien sûr, internationale, l'économie. On l'écoute. Monsieur le Président, merci d'accepter de consacrer un moment à RCN, qui est la radio associative la plus écoutée sur Nancy et qui est composée essentiellement de bénévoles, dont votre serviteur, votre intervieweur. C'est-à-dire vous parcourez la France de long en large. Hein. Vous êtes souvent... vous étiez récemment en Normandie, je crois. Vous allez vous repassez par la Corrèze de temps en temps. Qu'est-ce que vous aimez bien aller à la rencontre des habitants. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort des rencontres que vous faites avec des jeunes, des moins jeunes? De quoi ils vous parlent en premier lieu? D'abord, il est important qu'ils me parlent, ou qu'ils parlent à des responsables politiques. Car le pire, dans une période comme celle-là, c'est le silence. C'est-à-dire le repli et la peur qui saisit, et on peut la comprendre. Donc chaque fois que je peux me déplacer, soit pour des conférences auprès d'étudiants, auprès de lycéens ou auprès de lecteurs de livres, ça m'arrive, c'est ce que je recherche, c'est-à-dire d'avoir un échange, même bref, où je peux entendre ce qu'est la préoccupation. Aujourd'hui, c'est essentiellement sur la peur d'une guerre à nos portes, puisqu'elle est déjà là, la guerre en Ukraine, et la crainte que si Poutine obtenait gain de cause en Ukraine, il puisse y avoir d'autres entreprises qui nous menacent directement. Ce que j'entends aussi, c'est la crainte d'une déconfiture de nos démocraties. C'est-à-dire de ce qui était pourtant finalement le bien commun le plus établi, le plus évident. Nous vivrions tous dans une démocratie. C'était la promesse que nous pouvions nous faire de génération en génération. Or, au niveau mondial, les démocraties sont minoritaires. Elles sont minoritaires, elles sont même en position de résistance ou de repli. Voir que des présidents, des Américains et d'autres d'ailleurs puissent remettre en cause ce qui était le fondement même de notre alliance, c'est aussi un trouble. Et puis enfin, chez les jeunes, beaucoup me disent, mais alors qu'est-ce qui est devenu la question climatique? Est-ce qu'elle est encore prise en compte par les dirigeants ou est-ce qu'elle est finalement oubliée dans ce désordre mondial? On reviendra dans un instant sur Donald Trump, si vous voulez bien. On sait que les Français rejettent massivement la politique. Vous avez toutes les études, bien sûr, notamment du CIVIPOF, la Fondation Jean Jaurès. La politique, j'allais dire, elle est politique. Quelle est votre explication aujourd'hui? Et comment réconcilier les citoyens à la politique, recréer un lien avec leurs élus? Par exemple, est-ce que ça passe par une nouvelle loi, revenir un peu sur le cumul ou pas? La France est un pays politique. On parle politique. Quelquefois, en mal, souvent en contestant la représentation politique. Et c'est particulièrement vrai depuis la dissolution.
D'abord parce qu'elle a été mal comprise, et ensuite parce que l'Assemblée nationale est aujourd'hui fragmentée et qu'il y a une crainte pour la stabilité du pays. Donc c'est pas que les Français se soient désengagés de la politique, c'est qu'ils attendent que la politique puisse être davantage utile à leur vie et ordonnée quant à l'offre qu'elle peut proposer. Et moi, je crois qu'un des problèmes qui s'est posé depuis notamment 2017, c'est que les grands partis politiques qui avaient structuré le débat en France pendant des années, la droite, la gauche, les partis qu'on appelait RPR, UDF, PS, PC, écologistes, ces partis-là se sont largement abîmés ou en tout cas affaissés au bénéfice des extrêmes. Et donc on a besoin de retrouver une forme de débat politique plus ordonné, plus enthousiasmant, plus crédible, de manière à ce que les Français puissent imaginer ne pas simplement voter contre demain, comme ils l'ont fait en 2022, mais de voter pour un projet, pour des personnalités qui leur paraissent incarner leur avenir. Donc justement, vous parlez des partis dits de gouvernement. Il y a 2 congrès qui s'annoncent, LR au mois de mai, le Parti socialiste au mois de juin. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un renouveau de ces partis et vers un retour du clivage gauche-droite qui caractérise la politique depuis la Révolution? Je l'espère. Moi, je ne me plains pas qu'il y ait des congrès, même s'il y a toujours des divisions et des compétition, on le voit bien chez les LR, on va le voir chez les socialistes, mais c'est bien qu'il y ait ce type de débat à condition que ces partis se mettent au niveau, c'est-à-dire une fois que les choix ont été faits en termes de personnes et en termes d'orientation, qu'ils puissent s'élargir eux-mêmes. Moi, je ne désespère pas que la gauche se retrouve avec un grand parti socialiste demain, à condition qu'il fasse ce travail programmatique et cet élargissement. De la même manière, je ne brocarde pas le LR pour avoir un congrès entre M. Retailleau et M. Wauquiez, si ça doit être l'occasion d'un renouveau de la droite française. On a besoin de la droite française, on a besoin de la gauche française. Je pense que le centre est en train lui-même de s'étioler et va donc se retrouver tantôt à droite, tantôt à gauche, de manière à ce que les extrêmes puissent être réduits, car il n'y a de possibilité pour les extrêmes que dans le vide. Justement, là, vous parliez de renouveau programmatique. Dans votre dernier ouvrage, Le défi de gouverner, vous définissez comme social-démocrate réaliste. C'est-à-dire ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être social-démocrate aujourd'hui ? C'était pas forcément une formule que les socialistes embrassaient précédemment. Oui. Aujourd'hui, ça veut dire être conscient qu'il faut rénover notre modèle social, celui qui permet de nous soigner, de nous faire partir en retraite, de nous donner un certain nombre de garanties par rapport aux aléas de la vie, mais on voit bien que financièrement, il faut trouver d'autres solutions. Il faut être capable de faire un nouveau modèle de répartition des richesses. Certains sont devenus très très riches sans qu'ils soient forcément sollicités comme il conviendrait sur le plan fiscal. Et puis on voit que l'écologie, ça ne doit pas être simplement un mot, ça doit se traduire par une nouvelle forme d'industrialisation, comment on peut faire émerger de nouvelles technologies, de nouvelles façons de fabriquer, de produire, de consommer. C'est ça la social-démocratie réaliste, parce que nous sommes dans un monde où ça va être plus dur. C'est plus dur avec les puissances, Chine, États-Unis, qui vont sans doute multiplier les mesures protectionnistes. C'est plus dur parce que il y a des entreprises qui ont pris une taille tout à fait phénoménale, ce qu'on appelle les GAFA, qui viennent là avec les algorithmes, l'intelligence artificielle, plus puissante que les États. Oui, plus puissante que jamais. Que même la finance dont je montrais combien elle pouvait être dangereuse. Là, il s'agit d'un système économique et d'un système industriel qui peut nous faire basculer dans un autre monde. Donc voilà pourquoi il faut avoir toujours un État qui puisse être régulateur et des entreprises qui peuvent être compétitives. C'est ça, la social-démocratie. Je vais vous demander rapidement votre regard sur la gauche, puis sur la droite. Sur la gauche, le NFP est mort. Ah bah, il est entamé en tout cas, puisque LFI, au prétexte que les socialistes n'ont pas voulu
mettre le pays dans l'instabilité, LFI a considéré qu'il n'y avait plus d'alliance. Donc j'en prends acte. Il y avait eu une alliance défensive par rapport au risque d'extrême droite. Aujourd'hui, LFI veut bloquer la vie politique, provoquer une élection présidentielle anticipée ou une dissolution. Ce n'est pas, en tout cas, la direction que les socialistes, collectivement d'ailleurs, ont choisie. Est-ce que le mot compromis est encore un gros mot Non, en France le compromis, il fait partie de la vie. Il faut toujours essayer de trouver des formes de vie en commun. Bon. Donc, par exemple, sur la question du gouvernement, les socialistes ont adopté la bonne attitude, essayer de faire que les Français n'aient pas à souffrir d'un budget trop dur, et notamment sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, et laisser passer ce budget sans le censurer. Ça, c'est un compromis. Il faut, pour être dans le compromis, qu'il y ait deux acteurs. Sinon, c'est un compromis avec soi-même. Ce n'est pas tout à fait ce que je recherche. Il faut donc que le gouvernement comprenne qu'il doit, s'il veut durer, faire des concessions. Ce qui n'empêchera pas l'opposition d'être ferme dans ses positions. Votre regard sur la droite, notamment à la lumière de ce qui se passe en Allemagne, va-t-on vers une alliance tactique ou structurelle entre la droite et l'extrême droite, ou croyez-vous encore à l'existence d'un cordon sanitaire entre la droite dite républicaine et l'extrême droite? Oui, je veux le croire, même si on a eu quelques entorses ou quelques fêlures, serait-ce que au cours des dernières élections législatives où une partie des LR avec M. Ciotti ont rejoint l'extrême droite. Mais je veux croire, comme en Allemagne d'ailleurs, où le nouveau chancelier Merz est un conservateur déclaré, même s'il a pris une position qui a été contestée un moment avec l'extrême droite, il s'en est séparé et il ne veut pas gouverner avec l'extrême droite. Donc je crois que ce réflexe-là demeure à droite. Et s'il n'était plus aussi automatique, ce ne serait pas au bénéfice de la droite. Ça serait au bénéfice de l'extrême droite. On va terminer, j'ai encore deux ou trois questions à vous poser. Rapidement, je souhaitais qu'on revienne sur Trump. Est-ce que Trump vous inquiète ou si vous faites partie des optimistes qui sont aujourd'hui, je le note, minoritaires en disant finalement le réel va rattraper Trump, il va être obligé de freiner ses ardeurs? Pas tout de suite. Le réel viendra à un moment frapper l'administration Trump, y compris sur le plan économique. Mais dans les prochains mois, Trump va aller jusqu'au bout de ses intentions. Elles peuvent paraître parfois sidérantes, mais il a considéré que l'Europe était faible et qu'il pouvait s'en prendre à ce qui était notre réussite économique, donc en mettant des droits de douane. Il va essayer de s'en prendre à ce qui était notre fondement, la démocratie, puisqu'il s'en est éloigné, et il va essayer de se désengager de la protection du continent européen. Donc, aux Européens d'être forts. Sont-ils capables? Tous, non. Les plus grands pays, oui. Je pense qu'entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, il y aura une unité qui nous permettra d'être ferme à l'égard de Donald Trump. Et il fait partie de ces dirigeants, Donald Trump, qui ne comprennent que les rapports de force. Il faut leur infliger des secousses qui leur font mal. Et économiquement, on peut le faire à l'égard des États-Unis. Là, nous sommes aujourd'hui dans une période d'un triste anniversaire, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans que la Russie déclarait la guerre à l'Ukraine. Je me souviens qu'en 2014, vous aviez été critiqué pour avoir suspendu même la vente de porte-hélicoptères, je crois, à la Russie. Vous aviez été l'un des rares, on dit aujourd'hui, François Hollande a été clairvoyant. Est-ce que vous en tirez une certaine fierté, ou vous dites finalement d'autres auraient dû voir clair aussi à l'époque? Oui, j'étais sans doute plus lucide que d'autres sur ce que représentaient Poutine et ses menaces. Néanmoins, je ne pensais pas qu'il serait capable d'envahir l'Ukraine. Je pensais que par un rapport de force, nous pourrions l'en dissuader. Et il a aussi lui infligé des coups sérieux à son économie. Il avait déjà mis un pied en Crimée. Il avait déjà absorbé la Crimée sans qu'il y ait la réaction appropriée, notamment des États-Unis et du président Obama.
Et je m'étais également alarmé quand il n'y avait pas eu la réaction suffisante lorsque Bachar el-Assad avait gazé son propre peuple et que les États-Unis n'étaient pas intervenus avec nous. Obama vous avait lâché, là. Il nous avait lâché. Et ça avait conduit donc Poutine à s'enhardir et à penser qu'il pouvait agir en Ukraine un an plus tard. Donc, moi, j'ai été lucide peut-être avant d'autres qui avaient cru pouvoir séduire Poutine. Mais c'est pareil qu'avec Donald Trump. Il ne faut jamais imaginer qu'on peut séduire un dictateur ou un autocrate comme Donald Trump. Il faut penser que ces personnages ne respectent que la force. Et donc là, en ce moment, vis-à-vis de Poutine, si l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine était lâchée, ça n'arrêterait pas Vladimir Poutine. Ça le conduirait à aller encore plus loin. S'il sent qu'au contraire, il y a une mobilisation des Européens qui continueront à aider les Ukrainiens ou à les protéger, alors il n'ira pas plus loin. Une dernière question, Président. Dans cet univers, qu'on va dire plutôt sombre quand même, si un jeune aujourd'hui veut s'engager en politique, et il y en a encore, quel est le conseil que vous lui donneriez ? Le conseil, c'est celui que j'ai reçu moi-même quand j'étais à un âge où la question politique se posait. C'est-à-dire, je lui dirais, va vers un parti. Ne reste pas seul. Ne sois pas sur les réseaux sociaux en échangeant des messages avec d'autres qui pensent comme toi. Va te confronter dans un parti, même si il ne te paraît pas aussi séduisant qu'il faudrait y mettre comme atout. Mais vas-y. Et je lui dirais aussi, si tu habites une commune où il y a une possibilité d'être candidat aux élections municipales, vas-y aussi. Parce que on apprend beaucoup à être élu dans une commune. C'est ce qui a manqué peut-être à certains. Midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Je reviens vers vous pour compter sur votre décryptage, votre analyse, votre regard. Je vais commencer par Laurence Corroy, vous êtes la spécialiste du discours politique. Qu'est-ce que vous entendez comme spécialiste dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ne dit pas ? Alors, je trouve que c'est une interview très intéressante et très symptomatique de qui est François Hollande. D'abord, une clarté dans l'expression. Il tente de vous répondre de façon relativement directe et je dirais normal. Ça m'a fait penser au slogan du président normal parce que je le trouve assez sincère quand il dit à la fois qu'effectivement, et vous le soulignez dans votre interview, qu'il a été clairvoyant sur le fait qu'il fallait se méfier de Poutine. Et en même temps, la clairvoyance a eu des limites parce que justement, les gens normaux ont du mal à penser les structures psychiques des autocrates. Et là où je suis tout à fait en accord avec ce qu'il explique, c'est que les autocrates ne s'arrêtent pas. Le principe même des autocrates, c'est qu'ils sont sur un système finalement presque d'une puissance infantile où ils testent les limites. Et moins ils en trouvent, plus ils continuent. Alors que chez les personnes relativement normales et psychiquement adultes, on cherche effectivement plutôt le compromis et le consensus. Et quand l'autre fait un pas, on a l'impression qu'effectivement on peut à ce moment-là s'arrêter et discuter. Non, je crois que les autocrates populistes, eux, au contraire, ils vont franchement. Et je suis un peu terrorisée par la période parce qu'effectivement, on se retrouve quand même sur des situations où on a l'impression que si l'Europe est faible, eh bien, on va aller vers un affrontement majeur. Stéphane Massé, là, votre réaction, votre regard. François Hollande, il a toujours un capital sympathie qu'on retrouve. Effectivement, le président normal. Après, il est en campagne, je pense. Oubliant un peu qu'il a été au pouvoir aussi pendant 5 ans, avec une situation qui a fait qu'il n'a même pas pu se représenter. Il me fait penser un peu à Emmanuel Macron, qui est là depuis 8 ans et qui vient encore nous dire quels sont les constats à faire et quelle est la politique qui devrait être suivie. Oubliant quand même qu'il y a quand même 8 ans d'exercice du pouvoir. François Hollande, c'est un peu ça. Sur l'Ukraine, il a aussi sa part de responsabilité, qu'il n'a pas évoqué, parce que ça a été évoqué publiquement par lui d'ailleurs, parce qu'il est très transparent sur la question. Angela Merkel l'a confirmé. Sur les accords de Minsk, ils ont dit tous les deux, en fait, qu'ils les avaient signés, mais dans l'intention de ne pas les appliquer.
Donc, ce qui a quand même posé une difficulté, parce qu'on va pas revenir à cette période, mais c'est l'un des points de départ aussi de la situation actuelle. Donc après, il est, je pense, en campagne, effectivement, il s'exprime bien, il est sympathique. Est-ce qu'il aura le soutien nécessaire au sein du Parti socialiste? Ça, c'est autre chose. On verra le prochain congrès. Et les rapports avec LFI n'ont pas été manifestement clarifiés. Parce qu'on accepte les voix, si vous voulez, par des accords. Mais après, est-ce qu'il y a un programme commun? Ça, c'est encore autre chose. Arnaud Gérard? Oui, c'était très intéressant. Je pense que sur la partie internationale, il y a une vision. Alors, je prendrai un petit peu le contre-pied. Je pense que quelquefois, on ne se rend pas compte de l'expérience. Être président de la République, être Premier ministre, je pense y compris à quelqu'un comme Manuel Valls, qui a beaucoup de défauts et beaucoup d'ennemis, c'est une expérience. Là, il prend du recul et c'est vrai que, il y a un certain nombre d'éléments qui sont enjolivés, mais la vision est très juste sur ce qui se passe et je rejoins aussi les propos sur les autocrates. Ça, c'est très intéressant, je trouve, comme réflexion. Bon, j'aurais un bémol, je dirais, c'est sur l'économie, parce que j'ai entendu dire qu'il était social-démocrate réaliste avec quelques éléments sur les budgets et autres. Bon, il y a encore de gros efforts à faire de sa part pour que ce soit véritablement de la social-démocratie réaliste. Mathieu Léritz, vous qui Alors, militez moi, dans un parti... je n'ai aucune objectivité sur cette question. Vous demandez d'avoir la distance. Même si je ne suis pas le porte-parole de mon parti ici, François Hollande n'en reste pas moins mon camarade, finalement. Voilà. Donc, un camarade extrêmement talentueux dans l'analyse et dans la parole aussi. Il sait le mettre au niveau, effectivement, des gens normaux. Ça, c'est incontestable. J'étais allé l'écouter à Sciences Po, quand il est venu lundi dernier, le 24 février. Le 24 février. Et il avait pu développer pendant 3 quarts d'heure sur la situation internationale, sans notes quand même, je dois le dire. Voilà, début d'après-midi, devant un public, beaucoup d'étudiants de Sciences Po, c'était remarquable. De lucidité, dans l'analyse, dans la clarté du propos, ça c'est incontestable. Donc il peut apporter beaucoup de par son expérience sur le passé. Et ce qui fera partie de l'avenir, je n'en sais rien. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne vais pas le donner à ce micro. Et le congrès, effectivement, du Parti socialiste sera là, quelque part, pour en décider. Après, je pense qu'effectivement, la France a la chance d'avoir des hommes et des femmes politiques de ce talent, de ce niveau. Et j'en profite, ça n'a rien à voir, pour saluer vraiment une autre femme politique qui aurait mérité un plus grand destin national que celui qui a été le sien, à savoir Martine Aubry, qui vient de décider donc d'arrêter à 74 ans, d'arrêter la mairie de Lille. Voilà. Elle l'a annoncé effectivement ce jeudi après-midi. En retrait de la vie politique, c'est un geste qui lui ressemble beaucoup. Je ne pense pas que François Hollande fera le même geste. Avant de clore le sujet, je dirais un mot, je ne vais pas me prononcer sur effectivement les propos de François Hollande, mais c'est entre guillemets un bon client pour les journalistes. Il s'explique clairement, il y a du fond, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas. Bon, j'aurais bien aimé qu'il me réponde sur le cumul des mandats. Là. C'était la petite question joker. Bon, j'avais peu d'espoir quand même qu'il me réponde directement là-dessus. Mais moi, j'avais surtout été marqué, en dehors de toute considération là-dessus partisane, par son positionnement quand même. C'est là que je suis moins d'accord avec Stéphane. En 2014, il avait été fortement critiqué. Vous l'avez dit, mais ça va coûter cher à la France. Ça a coûté 500 millions parce qu'il a fallu payer les constructeurs, effectivement, des porte-hélicoptères. Mais c'était le seul dirigeant européen quasiment à avoir ce positionnement. Et il avait été fortement critiqué en France. J'ai trouvé que sur un plan posture politique, on va dire, il avait eu un certain courage. Il sortait même, c'était même le président qui sortait un peu de la normalité et qui était tout à fait lucide sur ses analyses là-dessus, même s'il avait laissé filer déjà la Crimée. Effectivement, Stéphane évoquait Minsk. Bon, Minsk, c'était des promesses de papier, qu'on va dire. Enfin, c'était... mais c'était le seul qui avait été assez lucide sur politique internationale. Donc, y compris par rapport à Obama. Hein. Donc, je vais me permettre de faire la liaison maintenant, justement, avec... j'allais dire, non pas la Trump fiction, comme l'écrivait il y a quelques années Jean Lucas, qui avait écrit un livre sur Trump, mais on est quand même dans un feuilleton assez sidérant
qui vraiment nous glace tous les matins avec les annonces de Trump. Moi, j'avais une question directe à vous poser. J'ai entendu comment qu'il faut définir Trump. J'entendais l'autre soir Stéphane Audouin-Rousseau, historien dont on n'est pas obligé de partager toutes les analyses, mais qui est quelqu'un qui est considéré souvent comme pertinent, et qui disait finalement, c'est une démocratie libérale qui s'installe aux États-Unis et que Trump est un fasciste. Utilise tous les ingrédients du dirigeant fasciste, et on le voit d'ailleurs, il concentre au sens où il est révolutionnaire, où il balance toutes les normes, il se débarrasse de l'État. Est-ce que c'est un peu votre sentiment là? Je vais rester avec vous quelques instants, là, Mathieu Léritz. Pour vous, est-ce qu'on peut le définir comme ça? Comme je sais qu'il faut faire très attention. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on se fait traiter de fasciste, etc. Mais là, est-ce que ça correspond? C'est pas la bonne définition? Le problème, c'est qu'on peut être terrifié par le fait qu'on se pose la question et que la réponse ne va pas de soi. Donc, quelque part, c'est déjà une réponse à la question. Il a des ingrédients du fascisme, du premier fascisme, c'est-à-dire du fasciste à la conquête du pouvoir, avant d'avoir établi son emprise sur un pays. Voilà, donc c'est Mussolini, c'est Hitler. Alors, pourquoi? Il y a la brutalité. Et la brutalité du langage. On sait bien qu'une des caractéristiques du fascisme, c'est l'introduction de la violence comme ingrédient politique à tous les niveaux. Dans la rue, dans la loi et dans la voix aussi, dans la parole. Et Trump, on le voit bien, il est en rupture totale avec les plus droitiers de ses prédécesseurs. Nixon, George Bush fils ne se sont jamais exprimés comme s'est exprimé Trump en termes d'insultes, par exemple, à ses adversaires politiques. Il a encore insulté Joe Biden lorsqu'il a reçu Zelensky devant la presse mondiale. Enfin, ça ne s'était jamais vu. Donc, il a cet ingrédient-là. Il a le mépris pour les autres puissances. Il a comme guide la loi du plus fort. Voilà, le darwinisme entre les États, entre les gens. Il a aussi, en parallèle, me semble-t-il, avec le fascisme, le nationalisme. C'est un nationalisme sur une base ethnique. En gros, les vrais Américains, ce sont les WASP, ce sont les Blancs, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, il a des ingrédients, effectivement, en tout cas d'un pré-fasciste. Alors après, attention, les États-Unis ne sont pas devenus un État fasciste. Les contre-pouvoirs fonctionnent, la justice continue à fonctionner. Est-ce qu'il y a encore vraiment des contre-pouvoirs, oui. Ce contrôlier? Les juges, la Cour suprême, qui est pourtant majoritairement composée de républicains, dont 3 nommés par lui-même, vient de s'opposer notamment à la réduction de l'aide financière aux associations internationales. Des juges locaux s'opposent, et je pense... Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais m'arrêter là pour être trop long, que le Congrès, qui est majoritairement républicain, mais tous les républicains ne sont pas trumpistes, à un moment donné, quand ils verront l'isolement du pays et les conséquences économiques qu'abordait François Hollande, je ne peux pas croire que le Congrès ne réagisse pas. Parce qu'après tout, il n'y a quand même pas la Gestapo, si vous voulez, à Washington. Il faut quand même aussi raison garder. Laurence Corroy, quelle analyse du discours faites-vous de Trump? Parce qu'aujourd'hui, il faut convoquer les spécialistes en communication, en linguistique, les sémiologues. Quand Trump dit, mon altercation avec Zelensky, non, mais ce sera un bon moment de télé. On est vraiment stupéfié devant son écran. Là. Oui, c'est assez frappant chez Trump, la manière dont il s'exprime. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toute sa manière de parler est disruptive. Elle est à la fois de l'ordre du pugilat. Il cherche en fait le bon moment de télévision ou le bon moment qui va être repris sur Internet. Donc, il va faire le buzz au sens vraiment, mais du show, de faire le show. Et donc, il a un discours extrêmement masculiniste. Il est effectivement dans la brutalité. Mais ce qui est très inquiétant, quand même, c'est que c'est pas seulement une marionnette qui éructerait et qui ferait le show de 20 heures. Parce que, parallèlement, ce qu'on voit se mettre en place, c'est quand même la volonté de mettre au pas les médias. C'est la volonté de mettre au pas les scientifiques. Un certain nombre de mots ont été bannis. C'est-à-dire que si maintenant on ne peut plus utiliser le genre, les femmes, le féminisme pour faire des recherches aux États-Unis en ce moment,
on croit marcher sur la tête quand même. Il a coupé de façon extrêmement brutale des fonds pour la recherche et qui travaillaient sur le climat et l'environnement. Donc, pour moi, c'est pas seulement de l'ordre du show, du pugilat et du catch. Hein, parce qu'un coup, effectivement, il méprise de façon mondiale Zelensky pour après dire finalement, on va peut-être quand même discuter. Enfin, bon, donc il y a une communication folle, il y a une saturation de l'espace public par ses prises de parole. Et attention à ça, parce que d'autres autocrates l'ont fait avant lui, d'autres tyrans, d'autres bouchers. Alors, je ne suis pas en train de le traiter de boucher ni de tyran, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence à faire de la saturation de l'espace public, de la saturation des médias, et qu'on veut mettre au palais scientifique, c'est quand même des prémices suffisamment inquiétants pour se dire qu'effectivement, la démocratie américaine est en danger. Lors de son premier mandat, les institutions ont tenu bon. Pour moi, c'était la preuve justement, d'une façon un peu étonnante, que c'était bien une grande démocratie, les États-Unis. Je suis beaucoup plus inquiète sur ce deuxième mandat, où il essaie de s'en prendre aux corps intermédiaires et aux corps institués. On peut préciser pour le deuxième mandat, contrairement au premier, il n'est pas entouré de professionnels. Il nomme des marionnettes à un certain nombre de postes, et des postes décisifs. Et quand vous parlez de saturation des médias, il faut préciser que les journalistes qui suivent la vie américaine, à Washington ou à New York, s'interrogent sur la couverture maintenant de Trump, en disant on ne va pas parler de Trump matin, midi et soir. On va finir par lasser nos auditeurs, nos spectateurs, ce qui est sans doute pas faux, sauf qu'en ce moment, il annonce des choses qui ont des effets immédiats. Mais les effets immédiats, vous vous rendez compte qu'il vient en 5 semaines de remettre en question une alliance qui est pluricentenaire avec l'Europe et avec la France, d'une certaine manière. Donc depuis Lafayette, quand même, les États-Unis, on est un allié direct. Donc, de nous expliquer en 5 semaines que finalement la Russie et M. Poutine sont peut-être pas des amis, mais en tout cas, ils ne sont pas inamicaux, ça nous donne le vertige quand même. Arnaud Gérard, là, pour vous, Trump est un fasciste ou c'est un agent russe ? J'espère que c'est ni l'un ni l'autre, mais j'ai des doutes. Je rejoins un petit peu cette idée. C'est très inquiétant ce qui se passe sur le Canada et le Groenland. C'est quoi ça ? C'est l'espace vital. Hein, on revient à cette idée. Et sans aucun doute, quand on regarde la Russie de Poutine ou la Chine de Xi, c'est la même chose. Taïwan, en quoi c'est utile sur des pays aussi importants ? Quelle est l'utilité à part, je dirais, une pensée un peu étrange dans la tête ? Donc ça, c'est très, très inquiétant. Le discours au Congrès qui a été fait hier ou avant-hier par Trump est très inquiétant. C'est un discours électoraliste. On n'a pas un président des États-Unis. On a un espèce de battleur disruptif, fascisant. Oui, je avait crois que c'est l'impression qu'il est fascisant. encore en campagne. Voilà, je pense qu'il a une nature très autoritaire. L'autre inquiétude, c'est l'entourage. Hein. On avait déjà parlé d'Elon Musk, mais on a beaucoup de personnages sans envergure. Hein. Le secrétaire d'État américain qui ne dit rien, le vice-président qui est un idéologue qui intervient. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui sont très dangereux. Je pense aussi par rapport à Zelensky, quand on regarde la suite, il y a même une inquiétude pour lui en tant que personne. Il y a la volonté de l'éliminer. Et une volonté comme ça de la part d'un pays aujourd'hui démocratique, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous choisissez pas vos interlocuteurs quand vous êtes un pays démocratique. Et ça, voilà, c'est tous ces éléments-là. L'autre dernier point, mais je veux pas, sur le côté économique, par contre, je suis en désaccord peut-être, hein, mais je me trompe, hein, c'est dans ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a aux États-Unis beaucoup d'investissements. Il y a sans aucun doute l'idée de faire une île gigantesque et ça nécessitera des investissements. Je pense qu'il y a cette idée qui peut aussi aider politiquement Donald Trump. Stéphane Massé, est-ce que Trump est encore fréquentable ? Vous voulez que je me fasse l'avocat de Donald Trump pour apporter un peu de contradiction. Ouais. Bon, c'est avant tout un businessman et un showman, hein, c'est clair.
Avant tout. Alors, brutalité, oui, loi du plus fort, effectivement, America First. Mais il faut se poser la question aussi, est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il a été élu ? Et on connaissait le personnage. On l'a déjà dit ici, dans cette émission, il a quand même fait une razzia, si vous permettez l'expression, en nombre de voix, en grands électeurs, au Sénat, à la Chambre des représentants. Il est majoritaire en siège et en voix. En siège et en voix. Donc, est-ce que ce n'est pas non plus ce que souhaitait le peuple américain, en rupture par rapport à ce qui s'était fait auparavant? Alors, des points positifs, moi j'ai aussi vu, parce qu'il y en a peut-être quand même quelques-uns, le discours qu'il a fait au Congrès mercredi, ce mercredi. Lorsqu'il dit « personne ne sera plus recruté sur sa race ou sur son genre ou sur sa transidentité », dire comment ne pas être d'accord avec ça, nous qui luttons contre le communautarisme et les dérives du wokisme. Sur le rapport à l'Europe, lorsque Obama a été élu, on s'est beaucoup inquiété aussi. On s'est dit attention, il n'est pas pro-européen, il va se tourner, il l'a fait d'ailleurs, vers l'Asie, vers le Pacifique. Après, pour terminer... Vous voulez dire par là que les démocrates l'ont pensé et que Trump a osé ? Je ne sais pas, c'est pas peut-être la même vision. Mais en tout cas, lorsqu'Obama a été élu, on s'est dit aussi que voilà, c'était America First aussi, Biden aussi, tous les autres aussi, et qu'il se détournait un peu de l'Europe. Sur la question de la démocratie, on pose la question régulièrement sur France Inter. Les États-Unis sont-ils encore une démocratie ? Oui. Je pense qu'effectivement, oui, parce qu'il y a des contre-pouvoirs, parce qu'il y a des corps intermédiaires, même s'ils ont été un peu... Mais les corps intermédiaires, en France, on l'a dit aussi, depuis 2017, ils ont été un peu relégués au second plan. Donc, y a-t-il de l'inquiétude à avoir ? Oui, plus dans la forme que dans le fond. Après, je pense qu'il y va avec sa personnalité. Il a aussi 2 ans pour appliquer son programme, qui encore une fois a été choisi par le peuple américain. On a les midterms dans 2 ans, les élections de demi-mandat. Donc, il a 2 ans, effectivement, pour appliquer. Mais je rejoins ce que disait Arnaud Gérard sur le plan économique, parce qu'il y a ces investissements, notamment on a vu les milliards qu'il a fait. Alors, c'est pas l'État, effectivement, ce sont les investisseurs sur l'intelligence artificielle, notamment. Donc, il y a aussi des réalités économiques qui vont peut-être le rattraper. Et la loi économique, parce que c'est avant tout un businessman, fera aussi qu'il y aura peut-être une certaine ouverture sur l'extérieur. Vous dites c'est un businessman, et uniquement un businessman, c'est ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire sans valeur, sans foi, ni loi. En préparant cette émission, je suis tombé sur un texte d'un chercheur qui disait qu'il se comportait un peu comme George Washington, le premier président américain. D'ailleurs, Washington qui a été cité d'ailleurs par Trump dans son discours, si je ne me trompe pas. Washington avait une conception des rapports avec les pays étrangers uniquement sous le signe du commerce. Et on était loin, disait le chercheur, on était loin du doux commerce de Montesquieu d'ailleurs. Mathieu Léritz, vous n'êtes pas d'accord ? Non, l'émission n'est pas un cours d'histoire, mais c'est vrai que Trump, comme Obama, c'est bien d'être rappelé, s'inscrit dans une tradition diplomatique américaine qui s'appelle l'isolationnisme, qui consistait, c'était l'héritage de George Washington, à ce que les États-Unis ne se mêlent pas des affaires de l'Europe du vieux monde. Pourquoi ? Parce que les Américains venaient de tous les pays d'Europe, et donc, ils ne voulaient pas que les conflits européens déchirent la nation américaine, qui est fragile, puisqu'elle vient de partout. Mais ça ne voulait pas dire qu'il était indifférent à ce qui se passait dans le reste du monde. Alors, je ne sais pas s'il se conduit comme un businessman, mais moi, je rejoins ce qui était dit au début quand même. Il est en train de jouer avec des forces qui peuvent le dépasser, je veux dire. Parce que ses partenaires s'appellent effectivement Vladimir Poutine, qui lui est un vrai fasciste pour le coup, et M. Xi, qui est un vrai dictateur. Et je veux dire, le choix de renier ces alliances, le choix de nous prendre en étau, qu'est-ce qui se passe si demain la Chine regarde ce qui se passe en Ukraine et dit « Ah bah, allons-y à Taïwan. Je sais que les États-Unis n'interviendront pas. » Je veux dire, on en est là aujourd'hui. Donc je suis d'accord que dans 2 ans, avec un peu de chance, une partie des Américains aura repris raison. Mais il est en train de mettre le monde au bord du désastre, Et donc, c'est toute la question de la construction européenne. Voilà, j'allais venir là. Sur l'Europe, Arnaud Gérard, est-ce que vous pensez que l'Europe peut résister, remplacer les USA On est quand même un continent de 450 millions d'habitants. Comme disait Donald Tusk l'autre jour, on doit être capable de faire quelque chose. Donald Tusk était le Premier ministre
polonais. Et je rappellerai juste une citation avant de vous laisser la parole. Arnaud Gérard, Trump était qualifié dès le mois de janvier, 2 jours après son installation, du plus grand révisionniste de l'ordre mondial. C'est Nicole Genesotto, qui est vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, qui le disait. Oui, l'Europe peut se réveiller, mais on a toujours du mal avec l'Europe, parce que l'Europe, c'est deux choses. Soit c'est l'Union européenne, qui est une fédération sans institution véritablement. Hein, on reste sur des pays qui sont très différents pour des raisons politiques, économiques. On a vu l'émergence, par exemple, de la Pologne comme puissance à l'Est, que ce soit puissance économique ou puissance même militaire. C'est une volonté de la Pologne. L'Allemagne est en grande difficulté économique. La France a aussi beaucoup de difficultés politiques et économiques, etc., etc. Donc il faut trouver un moyen pour s'unifier. L'unification telle qu'elle a été proposée, c'est quoi? C'est augmenter les dépenses dans la défense. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, oui, bien entendu, ça va continuer. On va continuer à faire des investissements. C'est quand même une vraie nouveauté de proposer une mutualisation. Voilà, il y avait déjà un petit peu des systèmes avec l'OCAR qui était un système de commande groupée qui a fonctionné, hein, qui peut être intéressant. Après, on a des intérêts qui sont encore divergents et on a aussi oublié dans cette histoire le rôle, par exemple, de l'économie chinoise, de l'invasion des produits chinois, qui est en train de déstabiliser considérablement l'Allemagne, qui nous déstabilise aussi, mais qui va nécessiter un changement total de modèle. Et c'est intéressant de voir les positions du prochain chancelier sur le sujet. Qui a l'air de prendre ses distances très fortement par rapport aux États-Unis. Et à la Chine. Et à la Chine. Et à la Chine. Alors après, contrairement à Olaf Scholz. Voilà, je pense que Olaf Scholz a raté complètement. Hein, il n'avait pas une vision. Emmanuel Macron avait peut-être un peu plus de vision, mais n'avait pas les finances publiques. Là, ça a été dommage, parce que c'est quelque chose qui était, en plus de ça, dans la tradition social-démocrate, face à un régime autoritaire en face, mais rien ne s'est produit. Rien ne s'est produit. Est-ce qu'on pensait, Mathieu Léris, qu'on va revenir vers un couple franco-allemand plus la Grande-Bretagne, comme le suggère François Hollande, là, ou si c'est un doux rêve? Écoutez, ça me fait mal de dire ça, mais effectivement, je considère que le nouveau chancelier, enfin probable, parce que je crois que ce n'est pas encore fait, non, pas avant mai-juin. Et une chance pour l'Europe, et que l'Europe n'avance, enfin, parlez-moi de cette banalité, hein, que lorsque la France et l'Allemagne marchent de concert, ce qui s'est toujours produit, notamment au moment des grandes crises. Voilà, l'Europe, là encore, hein, chacun le sait ici, et nos auditeurs, auditrices sans doute, l'Europe n'existerait pas sans la menace soviétique. Le traité de Maastricht, l'euro n'existerait pas sans la réunification allemande. C'est l'histoire qui fait avancer l'Europe, c'est pas l'économie, contrairement à ce qu'on croit. Et donc là, toutes les conditions sont réunies pour que, à Paris comme à Berlin, on ait un couple qui se reforme et qui puisse faire avancer une Europe à laquelle l'Angleterre, manifestement, songe à revenir, puisque le contexte international fait que, effectivement, les Anglais se rendent bien compte que leur relation privilégiée avec les États-Unis est un mirage, si vous voulez. Donc là, s'il y a la volonté politique, si on ne fait pas payer la reconstruction et leur armement en reniant les services publics, les retraités, l'éducation, etc., aussi bien en France qu'en Allemagne, c'est-à-dire si on ne rend pas l'Europe impopulaire, comme on l'a su si bien le faire depuis 30 ans, alors tout devient envisageable, y compris un espoir. Laurence Corroy, est-ce que vous pensez, comme on dit aujourd'hui, que le narratif européen touche encore les populations européennes, ou si c'est un monde parallèle? Le narratif européen, il touche essentiellement les jeunes générations en réalité. Parce que les jeunes, si on les interroge, ils se sentent européens souvent. Pourtant, ils votent aux extrêmes, là. On l'a vu en Allemagne, ils ont voté pas tous. Une bonne part. Pas tous. Pas tous, j'espère. Pas tous. Mais là où effectivement on est en train de louper le coche, c'est que il fallait à la fois penser l'Europe des valeurs et trouver un socle commun de valeurs, et puis aussi penser une Europe défensive, parce que je crois qu'il y a eu quand même une grande naïveté allemande, hein, entre autres, mais pas qu'allemande, sur le fait qu'on ne veut pas forcément du bien à l'extérieur. Alors,
ce que je trouve très positif quand même, c'est le Royaume-Uni qui finalement revient dans notre giron européen, parce que ce sont des Européens. Et là, alors on peut miser bien sûr sur le couple franco-allemand, mais moi j'aimerais bien qu'on mise sur une triade ou un couple avec le Royaume-Uni qui me semble beaucoup plus solide si on regarde 100 ans d'histoire et 2 guerres mondiales comme partenaire pour les Européens. Je crois que là, la chance historique, ce serait au moins de récupérer le Royaume-Uni avec nous. Stéphane Massé. L'Europe a un rôle à jouer, c'est sûr, notamment avec la position américaine actuelle, mais qui n'est que la tradition, effectivement. On va pas revenir à la doctrine Monroe. Mais après, quelle Europe ? Parce que est-ce qu'il y a une unité aujourd'hui entre tous les pays européens ? Au moment où on enregistre, juste avant qu'on enregistre, on a entendu les communiqués de succès là, du Conseil européen, une Europe unie. Oui. On attend de voir. J'attends de voir la Hongrie, la Slovaquie, par exemple. Entre autres. J'ai l'impression qu'on a 2 Europes. Alors après le Brexit, on aura peut-être une rentrée du Royaume-Uni. Il n'y a pas de soutien populaire non plus de la part de l'Europe. Effectivement, vous disiez, ça fait 30 ans qu'on fait tout pour la faire détester. Bon, c'est peut-être aussi tout ce qui a été perçu par les normes européennes. C'est vécu notamment en France comme des contraintes. Ce sont des contraintes, des normes qu'on nous impose, et les 3% sur lesquels on revient, mais on ne revient pas, on mettrait les dépenses militaires à côté, etc. L'Europe n'est pas vécue, si vous voulez, comme... l'Europe, c'était aussi la paix. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. C'était la paix jusqu'à présent, quoi. Oui, mais bon, la situation fait que... et puis, quels sont les moyens de l'Europe ? Ça fait 3 ans, effectivement, on y reviendra peut-être sur l'Ukraine, où on fait la guerre à la Russie par procuration, en fait. On fait la guerre sans vouloir le dire. Aujourd'hui, on parlait d'intervention, alors on est au bord de la guerre, la 3e guerre mondiale, si j'ai bien compris. Et la question était, faut-il intervenir ? L'Europe a-t-elle les moyens ? Doit-elle se réarmer ? On ne va pas envoyer, pour caricaturer, nos chars électriques en Russie. Bon. S'il y a un réarmement, s'il y a effectivement une Europe qui va dans ce sens, c'est dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Ça va pas régler le problème de l'Ukraine. On va pas, les 800 milliards de Mme von der Leyen, dont on ne sait pas très bien où elle va les chercher, ni quelles compétences elle a pour en décider, ne vont pas s'appliquer comme ça du jour au lendemain. Arnaud Gérard, vous évoquiez il y a quelques instants l'avenir en pointillé de Zelensky. L'Ukraine, c'est plus qu'en pointillé. On peut être inquiet pour l'avenir de l'Ukraine. Oui, ça va être extrêmement compliqué pour les Ukrainiens de se défendre et surtout de résister à ce qui risque d'être une pression, je dirais, terrible sur les populations, sur les villes pendant les prochaines semaines. Et là, la responsabilité américaine est écrasante. Alors après, est-ce que l'Europe a la capacité ? Oui, il y a des moyens, on a des technologies, il faut juste, c'est juste ça, faire en sorte qu'on ait une production suffisante. On sort et quand on regarde les dates, François Hollande a raison de citer Obama. Obama, c'est en 2014. Ça fait plus de 10 ans qu'on a des signaux qui nous apparaissent au niveau européen. Il n'y a pas eu d'évolution véritablement dans ce sens. Il y a eu des évolutions de pays individuellement. Moi, je crois beaucoup plus sur la question de la défense, à des accords, comme ça peut exister dans l'Union européenne, entre quelques pays qui s'entendent, qui se soudent, pour pouvoir mettre en place. On peut imaginer même l'étendre, pourquoi pas, au Canada et au Royaume-Uni, avec des pays qui seront dans cette implication. Il y a toujours aussi la grande question de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que, sans aucun doute, Emmanuel Macron, je dirais en bon politique, a vu que l'Allemagne était pour le moment un petit peu en discussion interne pour s'avancer très, très rapidement, peut-être un peu trop rapidement sur certains points. Sauf si le Canada est annexé et devient le 51e État. Oui. Apparemment, Trump, si j'ai bien compris, va différer ses nouvelles taxes vis-à-vis du Canada pour l'instant. Mais la menace reste agitée. Merci pour ce tour de table sur notre avenir. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines émissions. On va passer maintenant très rapidement, il nous reste 6 minutes parce que le temps tourne, aux notes de lecture
classiques dans cette émission. On va commencer par Laurence Corroy. Oui, alors j'ai découvert un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Les Dessous de la publicité, dirigé par Julien Ferré et Frédéric Aubrin. Et c'est un ouvrage très intéressant qui montre comment la publicité se métamorphose, à la fois se diffuse de plus en plus massivement et en même temps se masque, ce qui fait qu'elle est de plus en plus difficile à repérer. Voilà, je recommande. Stéphane Massé. Alors, c'est un livre de Christophe Guilluy, qui est géographe, et qui est, selon Frédéric Tadei, qui est l'un de nos penseurs contemporains, qui s'appelle Métropolia et Périphéria. Christophe Guilluy, c'est lui qui avait écrit en 2014, je crois que c'était il y a 10 ans, La France périphérique, et qui avait aussi popularisé l'expression des bobos, qu'on utilise beaucoup. Et juste en 2 mots, l'idée principale, c'est comment retrouver l'universel dans une société que certains voudraient parcourue de divisions sans cesse plus profondes, avec ces 2 France irréconciliables, les métropoles, et la France profonde, comme on l'appelait à un certain moment. Arnaud Gérard. Alors moi j'ai pris un livre qui vient de sortir en français de Roberto Saviano, Giovanni Falcone. C'est intitulé, c'est un roman, mais en fait c'est une biographie avec énormément d'éléments, et en particulier sur le courage des magistrats, le courage des policiers, le courage des avocats, dans une période, dans une Sicile martyrisée par la mafia, avec tout ce que l'on connaît. Et c'est un hymne où on voit aussi l'humanité. On est un petit peu à l'inverse aujourd'hui dans bien des cas, mais c'est très intéressant, très approfondi sur ce sujet-là aussi. Donc avec Falcone, c'est le juge qui avait été justement assassiné par la mafia. Mathieu Léritz, là, quel est votre livre du jour ? J'ai choisi d'apporter donc un recueil d'articles de Annette Wieworka, qui est une grande historienne française spécialisée dans le mouvement social, mais aussi dans l'histoire du génocide des Juifs et des Tziganes. Et c'est un recueil d'articles donc, qui reflète un petit peu son parcours de chercheurs, de femmes aussi engagées, qui l'amènent donc des centres d'archives français, américains, jusqu'en Israël. Donc c'est un recueil d'articles qui sont parfois durs, notamment évidemment sur les camps d'extermination, mais qui est très salutaire et très instructif. Moi, j'ai un peu rompu... je me suis permis quelques libertés, je vais dire très simplement, en choisissant 2 livres et non pas un seul, dicté par l'actualité, qui ne sont pas nouveaux. C'est 2 ouvrages, parmi d'autres, là, de Jean-Louis Debré. Je citerai le premier, c'est une histoire de famille, où il raconte l'histoire de sa famille, des Juifs alsaciens qui ont quitté l'Alsace à la fin du 19e, qu'on fait le choix de la France. Et on connaît toute la dynastie Debré, avec le professeur Robert Debré, Michel Debré, Jean-Louis Debré lui-même, qui a été ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. Ces 2 derniers postes où il était plutôt apprécié, si j'en crois Le Monde, puis la plume souvent sévère de Vanessa Schneider, qui lui rend hommage, et il est décédé 2 jours avant l'installation d'un nouveau président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, qui va succéder, plus controversé, qui va succéder à Laurent Fabius. Je citerai un 2e livre, qui est plus, j'allais dire, anecdotique, mais qui m'avait abusé, qui était sorti à l'époque. Le premier, l'histoire de famille, je crois que c'est en 2019, et l'autre, c'est en 2016. Ce que je ne pouvais pas dire, et qui raconte un peu les coulisses de la vie politique. Donc un certain nombre d'anecdotes assez croustillantes. Voilà, nous terminons avec quelques secondes d'avance. Pour une fois, merci à Jean-Luc de nous avoir accompagnés à la technique. Vous pouvez nous retrouver bien sûr en podcast et sur YouTube. RCN, www.rcn-radio.org